Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Julie Danet, responsable commerciale de French Morning London. Nous sommes en direct. Merci d'être à l'heure. On essaie depuis maintenant un mois de revenir vers vous, vers des sujets d'actualité, en faisant des webinaires régulièrement. Et vous êtes plus de 300 à vous êtes inscrits sur le webinar. Et vous remarquerez que naturellement, tous vos micros et webcams sont coupés afin qu'on puisse tous et calmement écouter nos experts ici présents. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Vous pouvez donc dès à présent poser vos questions via la fonction commentaire sur le Facebook Live ou via la fonction Q&A de Zoom. On prendra également des questions live par intervenant. Donc, on va revenir au sujet du webinaire d'aujourd'hui, une thématique qui concerne et qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès de nos auditeurs et de nos spectateurs qui sont ici présents. Et donc, je vais présenter nos deux experts. Françoise Carbonel, merci d'être là. Françoise est une des fondatrices d'Harmony Mobility, un cabinet de conseil créé il y a 11 ans, dédié à la transition de carrière et au développement du leadership. Ici présent également, Thierry Moschetti, cofondateur de Resilience Institute Europe, institut de conseil et de formation en résilience organisationnelle et personnelle. Donc, on va démarrer ce webinaire avec une question qu'on a en direct dès à présent. Françoise, je vais vous la poser. Encore merci d'être là. On me demande, est-ce que c'est le bon moment pour se réinventer professionnellement? Alors, merci Julie, merci à French Morning et bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, Julie, je suis une des fondatrices d'Harmony Mobility Consulting. Je suis coach de carrière depuis plus de 20 ans et je suis à Londres depuis 6 ans. Alors, j'accompagne des personnes en transition professionnelle et cette question revient souvent. C'est une très bonne question. Alors, bien entendu, la réponse à cette question appartient à chacun, hein, mais peut dépendre de certains paramètres dont je vais vous parler. Alors, ce qui est certain, c'est que la transition professionnelle, c'est un sujet qui intéresse les Français, et cela où qu'ils soient. 93% d'entre eux ont déjà songé à faire une reconversion professionnelle, et parmi ces 93%, il y a 2 sur 5 qui sont quand même passés à l'action. Alors, chez Harmony Mobility Consulting, nous l'avions constaté bien avant cette étude, puisque depuis 10 ans, l'âge des personnes qui font des bilans de compétences est passé de moyenne 35-45 ans à 27-57 ans. Alors, ce que nous entendons aujourd'hui le plus fréquemment est une quête de sens, un besoin de mettre sa pierre à l'édifice sur des questions sociétales, environnementales, le fait de trouver une finalité à son travail. La question que je vous propose de traiter aujourd'hui est qu'est-ce que la crise actuelle va changer par rapport à cette tendance au changement de carrière. C'est ce que je vais explorer dans ma première partie pour ensuite vous donner quelques indispensables à la transition ainsi que des pistes sur comment façonner votre projet dans ce nouveau monde. Alors, cette période de confinement a été une période de réflexion, vous le savez tous. Vous avez repensé votre organisation, vos aspirations professionnelles. Cette période a favorisé des réflexions plutôt de son travail, la comparaison, même l'admiration avec ceux qui étaient, qui sont encore en première ligne. Depuis longtemps, le besoin de changement correspond plutôt à un besoin d'évolution, à une envie de sortir du corporate, à l'ennui éprouvé vis-à-vis d'un poste ou encore à l'envie de retravailler après quelques années de break. Mais depuis le début de la pandémie, il y a 55% des personnes interrogées qui ont réfléchi sur le sens de leur travail, voire sur l'utilité. Et en fait, ce chiffre monte même à 61% chez les 18-24 ans. Alors, ce chiffre, il est d'autant plus intéressant que le travail dans la culture française est assez identitaire. C'est vrai que dans toutes les enquêtes internationales, nous, les Français, nous sommes parmi les plus nombreux à dire que le travail est très important. Bien, mais besoin ne définit pas. Donc, les crises permettent de
et de redéfinir la place que nous avons envie de donner à notre travail. Alors, cependant, ces velléités de changement vont forcément être confrontées à de nouvelles réalités. Tout le monde s'accorde pour dire que la crise économique sera sans précédent, avec une hausse inévitable des licenciements, le gel des recrutements aussi, qui est assez répandu jusqu'à septembre. La crise économique pour des personnes travaillant à l'étranger, c'est bien sûr le risque de perte d'emploi, mais c'est aussi l'éventualité de devoir rentrer en France. Il y a également beaucoup d'inconnus et une très faible visibilité sur l'impact à moyen et long terme du changement de certains comportements des consommateurs. C'est notamment le cas de l'aéronautique ou du tourisme. Avec le confinement, nos gestes et habitudes du quotidien ont pris plus une dimension virtuelle et on assiste à une accélération du déjà très spectaculaire phénomène Amazon. Donc les questions que l'on se pose tous, est-ce que certains secteurs et métiers vont disparaître ou fortement ralentir? Enfin, cette crise du Covid-19 amène également un fort sentiment d'insécurité qui nous pousse à avoir un comportement plutôt. Alors, si je puis me permettre, parfois ça coupe. Alors, c'est les aléas du direct. Nous sommes en direct pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, Mais voilà. classes en prix. On va pas couper, Françoise, si ça ne vous dérange pas, de juste reprendre un tout petit peu la phrase que vous veniez de dire. Ça a coupé, voilà, mais c'est les aléas du direct. Ok. Donc, je pense, je ne sais pas quand conservateur. Voilà. Et donc, le climat est incertain pour se mettre à son compte, pour obtenir. Et pourtant, comme dans toutes les crises, il y a changement. Et tout changement crée des opportunités. Et voilà, je me propose de vous en donner quelques-unes. Alors, il y aura des opportunités qui vont venir des États avec la prise de conscience de l'importance d'avoir un pays industriel et autonome. Alors, je pense à l'industrie pharmaceutique, il y aura sûrement d'autres mesures volontaristes. Ou encore, le nouveau mode de travail va vers la réduction des déplacements. C'est la généralisation du travail à distance. Donc, cette relative facilité du télétravail et des horaires adaptés est en train de démontrer que la flexibilité est possible et productive. Donc, de ce fait, vous allez pouvoir postuler à des emplois dans une autre région, pourquoi pas dans un autre pays. Alors, c'est déjà le cas pour ceux qui sont au UK. Au UK, les personnes peuvent habiter dans le sud de l'Angleterre et travailler à Birmingham, par exemple, en allant une fois ou deux par semaine au bureau. L'aspiration de flexibilité, de qualité de vie qu'on entend également depuis de nombreuses années et qui sont souvent un des moteurs pour le changement de carrière. Les crises Françoise, peut-être qu'on va vous proposer de couper votre vidéo pour mieux vous entendre, parce qu'on a des petits soucis de connexion. Encore une fois, c'est les aléas du direct. Mais en coupant votre vidéo, je pense qu'on va un peu mieux vous entendre. Et la vidéo. Petite information. Voilà. Merci Françoise. Donc je vous disais que les crises généralement développent la capacité à s'adapter, à se développer. Il faut inventer de nouveaux modèles. Je vous parlais de nombreuses startups de services online qui se sont créés ou qui ont explosé. Qui connaissait Zoom il y a encore 2 mois et demi? On assiste aussi au développement d'entreprises et au défi de trouver parfois des nouvelles ressources. Doctolib a annoncé devoir recruter 500 personnes sur 3 ans, par exemple. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi par rapport à ces opportunités, c'est qu'une transition imposée, une perte d'emploi ou une raréfaction de certains métiers peut être pris comme l'opportunité de réfléchir, de se former, de s'adapter. Donc, vous voyez un nouveau contexte, mais également de nouvelles opportunités et bien des moyens de rebondir. Alors, le contexte change, mais la méthodologie ne change pas.
et c'est celle que nous appliquons avec nos clients depuis toujours, notamment lors des bilans de compétences. Je vais vous parler de comment façonner un projet réaliste et réalisable pour laisser ensuite la parole à Thierry qui abordera les conditions dans lesquelles vous devez vous placer pour réussir ce changement. Ce qui est important quand on fait un changement de carrière, c'est d'identifier ses compétences transférables. Alors, qu'est-ce qu'une compétence transférable? C'est une compétence mobilisable dans diverses situations professionnelles. Ce sont les compétences qui vont rassurer les recruteurs sur votre capacité à prendre un poste, car lorsque vous changez de métier, vous ne pouvez plus vous appuyer sur votre expérience. En revanche, vous pouvez vous appuyer sur votre savoir-faire. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret et peut-être assez actuel. Je suis hôtesse de l'air ou steward, je suis inquiet pour mon avenir. Bon, je réfléchis à mes compétences transférables et je vais me dire que j'ai sûrement le service client et la gestion de crise comme compétences transférables. Voilà. Il faut également comprendre les modes de fonctionnement et pourquoi pas aujourd'hui réfléchir aux compétences qui sont mises en avant pendant cette crise. Les facultés d'adaptation. Alors, ce sont une compétence qu'on a souvent développée dans le cadre de l'expatriation. Nos compétences de gestion de crise, notre ouverture au changement, un esprit communautaire ou collaboratif. Ces aptitudes vont être forcément plus valorisées après la crise. Voilà. Et enfin, alors une question peut-être un petit peu plus difficile, mais il est aussi important d'analyser ces contraintes de diplôme. Est-ce que vous avez des diplômes pour votre projet, des contraintes financières, d'organisation, de gap de compétences, mais également ses peurs, ses faiblesses, afin de mieux les surmonter. Voilà, vous voyez un premier travail d'introspection sur vos compétences transférables, vos modes de fonctionnement et vos contraintes. Mais un changement réussi, ça passe également par l'analyse de votre motivation. Il faut renouer avec ses fondamentaux, il faut réfléchir à vos valeurs, à vos moteurs. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir? Où sont vos besoins? Alors pour certains, ce sont des besoins de sécurité, pour d'autres, plutôt de liberté. Pour d'autres, l'équilibre vie pro, vie perso, ou encore le fait de pouvoir exercer du leadership ou sa créativité. Réfléchir à ces valeurs, c'est répondre à la question « qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour moi ?» Par exemple, je ne veux plus travailler dans des sociétés qui ont un impact négatif sur l'environnement ou je veux travailler pour améliorer le bien-être parce que ma valeur, c'est prendre soin, par exemple. Voilà, un nouveau projet en harmonie avec ses valeurs et ses moteurs, c'est vraiment la clé du succès. Et enfin, vous pouvez essayer de réfléchir sur comment aligner votre projet avec une finalité de vie. Vous pouvez vous poser les questions, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli quand je partirai à la retraite ou qu'est-ce que je veux que l'on retienne de moi? Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à travailler tout seul, mais c'est des questions qui sont intéressantes de se poser quand on fait ce travail d'introspection. Donc, après les compétences, les modes de fonctionnement, les contraintes, le travail sur les moteurs, les valeurs et la finalité. Donc, tous ces points d'introspection sont importants. En parallèle avec ce travail d'introspection, il est essentiel de faire un travail d'exploration. Explorer, c'est rechercher des informations online. Explorer, c'est principalement aller rencontrer des personnes, poser des questions, se rendre compte d'une réalité. Explorer, c'est également aller vivre quelques jours la réalité d'un métier. C'est ce que les Anglais appellent le shadowing. Avec le confinement, certains se sont lancés dans des projets, dans des formations, on fait du bénévolat, on fait germer l'idée d'une start-up, où on peut passer plus de temps à une passion. Bon, en soi, tout ça, c'est une exploration. C'est aller toucher du doigt une future réalité ou l'intérêt d'un sujet. Voilà. Donc, il est très important de valider la faisabilité d'une idée, d'un projet, afin de l'adapter en fonction des informations recueillies et donc de le faire évoluer.
Alors, bien entendu, et pour revenir à notre c'est peut-être d'être un peu plus flexible, de devoir identifier plus de routes, plusieurs plans, bien comprendre le marché que vous allez viser et son avenir. Alors, ça me fait penser à... Alors, vous en doutez plus, Françoise, il y a des petits soucis de connexion qui arrivent, on est en direct. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, Françoise, c'est peut-être de laisser la parole à Thierry, peut-être, et puis on reprendra un peu plus tard de votre côté. Qu'en pensez-vous? Alors, vous Est-ce que m'entendez plus depuis quand, Julie? Ouais, on vous entend bien là. D'accord. Et ça s'est arrêté à quel moment? Il y a environ une minute, voilà, donc ça arrive, mais on est en direct. Encore merci pour tous ceux qui nous rejoignent. On traite de la réorientation professionnelle avec résilience pendant le Covid-19. Donc Françoise est en train de faire sa présentation et comme tous les aléas du direct, on a des petits soucis de connexion. Mais en tout cas, pour vous rassurer, tous les supports de communication et tout ce qui est dit sera retransmis sur tous nos canaux de communication. Donc, il y aura aussi une partie questions-réponses aussi à la fin de ce webinaire qui permettra aussi aux personnes qui n'ont pas entendu certaines parties de la présentation de Françoise de pouvoir en fait poser des questions peut-être face à ces problèmes de connexion. Donc, il n'y a aucun souci. En tout cas, nous sommes là et il y a énormément de participants qui sont là en direct et qui merci encore. Et je vous invite vraiment à me poser des questions, à nous poser des questions. Et je serai aussi le relais. Voilà. Je vous laisse reprendre la parole, mais je tenais voilà, à rassurer nos participants qui sont nombreux que s'il y a des informations manquantes, ce n'est pas grave. Posez vos questions et on y répondra. Voilà. Merci Julie de me redonner la parole. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment on m'a plus entendu. Je disais simplement qu'un travail d'introspection était essentiel, mais également un travail d'exploration. Donc voilà, explorer, comprendre le marché, comprendre la réalité d'un métier, c'est important. Et donc, je vous disais juste à la fin qu'aujourd'hui, il faut peut-être accepter un peu plus la flexibilité, comprendre bien le marché, le nouveau marché avec ses nouvelles réalités et identifier plusieurs plans, bien comprendre le marché et que vous allez viser par rapport à l'avenir. Voilà, et je donnais l'exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, je donnais l'exemple des recruteurs en ce moment qui nous parlent beaucoup de la flexibilité consultants, des managers de transition ou des freelances. Voilà, un mode de travail qui est déjà très reconnu et adopté depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Donc, une fois que vous avez fait cela, ce travail d'introspection et cette exploration, une démarche networking, il vous faut faire une démarche networking et avoir une identité digitale efficace. Alors, étonnamment, le networking est plus facile en ce moment. Les gens sont enfermés chez eux depuis des semaines, certains apprécient un contact différent. Il est plus facile d'organiser des entretiens par vidéo, il y a moins de contraintes logistiques. C'est donc le moment de faire des enquêtes ou de prendre des contacts. Cela a plusieurs intérêts en plus de celui de prendre des informations. D'abord, c'est vous faire connaître et gagner en crédibilité. Ce nouveau réseau et ces connaissances vous seront précieux par la suite quand vous mettrez en place ce nouveau projet. Et alors, soignez votre identité digitale. Bien sûr, c'était important avant et ça l'est encore plus aujourd'hui. Votre profil LinkedIn, c'est votre outil marketing et il sert votre projet. Alors enfin, pour finir, j'ai envie de vous dire de développer aussi certaines compétences de communication, des communications derrière votre écran, ne serait-ce que pour avoir ces fameux entretiens networking ou des entretiens d'embauche.
Alors, pour conclure, la nouvelle réalité est bien sûr à prendre en considération aujourd'hui plus qu'avant, et les clés de la réussite sont l'exploration, la communication, la flexibilité. La flexibilité, oui. Merci Françoise. Merci Françoise. Alors je propose de laisser la parole à Thierry Moschetti, ici présent. Merci Thierry en fait de faire partie de ce webinaire. Et pour rappel, pour tous nos participants en direct, Thierry donc, est cofondateur de Résilience Institute Europe. C'est un institut de conseil et de formation en résilience organisationnelle et personnelle. Merci Thierry. Merci à tous. Oui, merci Julie. Je vais laisser ma vidéo off, évidemment. On va espérer que la connexion soit OK de mon côté. Vous m'entendez bien à ce stade? On vous entend très bien, Thierry. Parfait. Très bien. Parfait. Merci Françoise pour cette première partie. Clairement, aujourd'hui, réinventer sa carrière dans le contexte actuel, le Covid-19, l'incertitude, la récession globale, nécessite beaucoup de résilience. La résilience est devenue une thématique très populaire ces dernières années, ces derniers mois, clairement. Et si on s'accorde tous sur l'importance de la résilience, et aussi au-delà de la crise, dans un monde en profonde mutation, il y a encore des questions sur mais qu'est-ce que c'est que la résilience et finalement, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour la renforcer? Alors, qu'est-ce que c'est? Évidemment, on a tous cette notion du rebond face à l'adversité. C'est la première partie, la première capacité de la résilience. Évidemment, on fait face à des situations difficiles, parfois traumatiques. Cette capacité à gérer ces états négatifs et revenir dans une situation normale. Mais au-delà de ça, et la capacité sur laquelle on se focalise le plus à l'Institut Résilience, qui a été créé il y a 20 ans par un médecin du sport néo-zélandais, ces capacités sur lesquelles on se focalise le plus, c'est vraiment en fait l'habilité de développer ces compétences humaines que nous avons tous en nous et de le faire de manière intégrale, holistique, car cette réalité de nous-mêmes, c'est la réalité du corps, des émotions, du mental et de cet esprit en mouvement. Une réalité qui est assez traditionnelle, si on regarde les grandes traditions humaines, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, on a tous en fait vu ces différentes dimensions intervenir. Mais les sciences, au cours des derniers siècles, jusqu'à finalement quelques décennies seulement, ont eu tendance, surtout en Occident, à séparer le mental du reste et de faire du mental, cette intelligence rationnelle, finalement un peu le nouveau Dieu. Aujourd'hui, c'est plutôt très clair quand on regarde les études scientifiques dans différents terrains, que ce soit la psychologie positive, mais également les neurosciences, les sciences militaires, la médecine du sport, que c'est l'intégration de toutes ces dimensions qui peuvent vraiment permettre non seulement à notre vie, l'engagement dans la vie d'être optimal, mais également de performance au travail, notamment durable, et cette résilience développée. Si on compromet certaines de ces dimensions, si on les néglige, et ça nous arrive de temps à autre, évidemment, c'est la vie et la réalité de la vie, c'est là en fait que eh bien, nos connexions avec les autres, notre relation avec les gens avec qui on travaille, notre santé, notre capacité de performer dans la durée sont compromises. Donc aujourd'hui, j'ai un conseil, si vous souhaitez vous réinventer, il faut savoir oser. Et oser, si on écoute l'un des premiers dirigeants d'IBM, première moitié du XXe siècle, Thomas Watson, qui a d'ailleurs donné son nom au supercomputer d'IBM, il a dit la chose suivante. Il a dit, voulez-vous que je vous donne une formule pour le succès? Il est assez simple, vraiment, doublez votre taux d'échec. Eh bien voilà, c'est dit, évidemment, on le sait, mais on n'ose pas et on a du mal, mais il faut évidemment sortir de sa zone de confort, explorer, tenter, échouer à de nombreuses reprises pour trouver finalement peut-être ce job qui fera qu'on sera inspiré, stimulé, excité, etc. Le problème, c'est qu'on est tous un peu différents. Il y a ceux qui adorent le risque, l'adrénaline, qui se jettent d'une falaise avec un petit parachute, et qui sont prêts à même en mourir pour avoir cette dose d'adrénaline. Et puis la plus grande partie d'entre nous, on préfère nous monter les escaliers et voir la vue d'en haut. Donc c'est vrai que l'idée pour le plus grand nombre, c'est de pouvoir développer cette résilience et avoir cette capacité à sortir de sa zone de confort.
Donc, dans notre modèle, notre méthodologie de la résilience, le premier niveau, c'est le stress. Parce que le stress, c'est une réalité qui va durer, qui n'arrête pas d'augmenter dans notre vie. Et qui, finalement, la première chose à dire aussi ici, c'est de prendre conscience que ce système de stress sympathique que nous avons en nous est là, s'est développé dans l'évolution de l'humanité pour nous aider à nous ajuster au changement, à gérer les perturbations dans notre environnement. C'est un système qui nous aide. Tout le problème, c'est quand on l'active de manière constante. Et c'est ce qu'on fait dans nos vies modernes, la rumination, l'anxiété, l'appréhension de ce qui peut se passer. On n'est vraiment pas vraiment dans le présent, on est toujours dans l'avenir, dans le passé. Et c'est ça qui finalement nous jette en stress chronique et devient dysfonctionnel. Donc là, on peut apprendre en fait des spécialistes dans le monde du sport, ces athlètes extraordinaires, mais également ces soldats d'élite dans le secteur militaire qui ne cessent de s'entraîner dans des conditions extrêmement difficiles pour maîtriser de manière optimale leur stress. Donc, quand on est en route pour une interview, pour un entretien important et qu'on n'a pas tellement vraiment confiance dans les capacités du chauffeur à bien conduire, en tout cas à nous amener au bon endroit, qu'on sent cette montée de stress, quand on est en plein milieu d'un entretien ou qu'on attend de rentrer dans l'entretien et qu'on sent cette tension qui monte, et bien ce que font les soldats d'élite, ce qu'ils savent développer et mettre en place, ça n'a rien de nouveau, vous le savez tous, mais on le fait peu et souvent mal, c'est vraiment d'avoir cette capacité automatiquement d'inspirer et d'expirer en activant notre diaphragme, le principal muscle de la respiration. Les experts médicaux, aujourd'hui, s'accordent à dire que de nombreuses personnes, au lieu vraiment de respirer avec le diaphragme, ont tendance à, au contraire, activer les muscles du haut du corps, les pectoraux, les trapèzes, etc., d'autres muscles dans le cou, et par effet contraire, en fait, suractive le système de stress. Donc, je vous incite à prendre 3 longues inspirations et expirations, plus longues en expirant qu'en inspirant, car le cœur a tendance à décélérer dans les expirations. Donc, 3 secondes, inspirez, mettez votre main sur juste au-dessus de votre belly button en anglais, votre nombril, pardon, en français. Sentez le ventre se gonfler et donnez une longue expiration de 5 secondes pour vraiment sentir que le ventre se contracte. Une longue inspiration à nouveau, sentez le gonflement de votre ventre et laissez le ventre se contracter pendant une longue expiration. Je pense qu'il y a même des auditeurs qui le font en direct, Thierry. Merci pour... C'est le but. C'est le but, mais évidemment, avec le décalage de la vidéo, on ne sait jamais si on nous entend bien. Donc clairement, c'est très simple. Je sais que vous savez, mais dans la réalité, j'ai souvent honte de devoir reparler de la respiration. Malheureusement, très peu d'entre nous savent le faire. Et c'est ça le calme tactique, dans l'instant du stress, de la tension, pour pouvoir vraiment rester connecté avec la personne avec qui on a un échange qui doit être le plus constructif possible. Et c'est une manière simple que tous les soldats d'élite et les sportifs de haut niveau savent activer au bon moment. Donc, il faut l'entraîner au quotidien. Vous faites du yoga, vous faites du tai chi, vous faites n'importe quelle pratique qui permet de développer ce muscle primaire de la respiration et vous rendez ce système de relaxation beaucoup plus fonctionnel et facile à engager. Le deuxième niveau, rien de neuf, on le sait tous, mais on le fait mal, surtout en temps de stress, c'est le corps et cette réalité du corps que finalement est la première que votre futur recruteur, futur manager, futur collaborateur va voir. Ou les membres de votre famille, après une longue journée à votre travail, à votre desk, à la maison ou au bureau, si vous êtes revenu au bureau. Et cette réalité du corps, elle peut être pleine d'énergie, elle peut être souriante, relaxée, ouverte à un dialogue constructif, montrant finalement une proposition assez alléchante de votre côté, ou il peut également être tendu, cassé, fatigué, pas souriant, stressé. Et cette réalité-là, finalement, vous la contrôlez par les activités que vous conduisez au gré de votre journée et ces routines qui vous permettent de renforcer ou détruire ce camp de base. C'est un camp de base, vous ne pouvez aller
pas très loin, sans ce camp de base, pour aller explorer de nouveaux horizons, pour réinventer votre carrière, vous avez besoin de cette réalité physique. Facile à dire, pas facile à faire. Un conseil simple, car aujourd'hui on est dans la simplicité, c'est le sommeil, qui est probablement des 3 grandes activités principales sur ce niveau-là, hormis le corps, l'exercice physique et la nutrition. Le sommeil est sûrement ce qui a été le plus négligé dans ces dernières décennies. Et un expert du sommeil anglais de Liverpool, qui a travaillé toute sa carrière aux États-Unis, Matthew Walker, estime qu'une exposition trop longue aux écrans le soir, smartphone, télé, tout ce qui est notamment riche en LED, cette lumière bleue en fait, va repousser la libération de la mélatonine, l'hormone du sommeil, jusqu'à 2 à 3 heures plus tard dans la soirée et réduire son pic libéré jusqu'à 50%. Donc votre capacité à vous endormir et à rester ou à avoir une bonne qualité de sommeil est compromise. Son conseil, très simplement, évidemment, c'est d'arrêter les écrans le plus tôt possible, idéalement au moins 1 heure jusqu'à 2 heures avant de vous coucher, d'avoir cette période de relaxation le soir. Le sommeil, c'est ce qui va impacter tout, au-delà de la santé et de l'énergie physique, votre humeur, votre capacité à vous focaliser, également à lire les expressions faciales, avoir cette capacité de connecter, d'influencer. Tout se passe grâce au sommeil. Et si on le compromet, la performance, évidemment, et votre capacité à convaincre vont être compromis. Le 3e niveau, là, on est vraiment dans un niveau qui est un peu plus complexe. Ce n'est pas en 2 minutes qu'on va faire, évidemment, une grande découverte des émotions. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais c'est un niveau qu'on a peu exploré dans notre vie. On a souvent exploré le monde extérieur. On a passé très peu de temps, finalement, à découvrir ce monde intérieur, notamment du monde des émotions. Elles sont nombreuses, elles sont permanentes. Que vous le souhaitiez ou non, elles vous influencent chaque minute de votre vie dans les décisions, les actions que vous prenez. La plupart du temps, elles sont inconscientes, d'où le problème. Mais quand vous allez dans un entretien, quand vous réfléchissez à un nouveau partenariat, cette dimension émotionnelle, elle est extrêmement importante. Et bien qu'on pense le contraire, le plus souvent, ce que vous pensez, la manière dont vous pensez, vos pensées sont influencées d'abord par votre état émotionnel. Simplement, tout se passe derrière le rideau sans que vous le sachiez. Donc, quand vous parlez d'experts des émotions, il y en a beaucoup aujourd'hui, des neuroscientifiques, des psychologues, des psychiatres, tous s'accordent vraiment à dire que ce monde émotionnel, il est primordial, non seulement pour pouvoir être en contrôle et bien connecté avec son environnement, mais également pour pouvoir être intelligent et collaborer de la manière la plus efficace possible. Tout le problème des émotions, c'est que le cerveau s'est développé dans l'évolution de l'homme, a été en fait câblé par la négativité. C'est la survie. On donne plus d'importance aux expériences négatives que positives. Donc il faut rééquilibrer la balance d'un certain côté. Il ne faut pas dire que le négatif et tout ce qui est émotion négative ne nous aide pas. Toute émotion nous aide, mais on a tendance à passer trop de temps du côté négatif. Il faut donc rééquilibrer vers une positivité, notamment sur ces journées difficiles. Et dans un contexte de réinvention, évidemment, il y a beaucoup de doutes, parfois aussi de revers, qui vont alimenter cette négativité. Et un conseil simple que les experts de la psychologie positive donnent, c'est de vraiment renforcer, nous forcer régulièrement, de manière quotidienne idéalement, à nous rappeler, à célébrer ces petites victoires, ces choses finalement de la vie qu'on a bien faites. Des choses simples, mais également ces grandes victoires qu'on a pu faire dans le passé d'ailleurs et qui vont vraiment booster notre confiance, augmenter ce niveau de sérotonine, l'hormone de la confiance, et nous aider à persévérer, continuer à progresser dans cette recherche. Les émotions positives, c'est très clair, nous aident en termes d'innovation, en termes de performance, en termes de satisfaction. Encore une fois, l'idée, c'est de savoir bien doser entre le négatif et le positif et avoir plus du côté positif que négatif, sans ignorer, mais en acceptant cette réalité aussi de l'échec, du doute, qui est normal et qui est réel et naturel. Les émotions travaillent très clairement, très étroitement avec le mental.
et bien qu'on pense que le mental est une arme formidable, probablement l'arme la plus formidable que l'homme ait en sa possession, le mental, le cerveau n'est peu de choses sans cette énergie physique, sans cette capacité vraiment d'avoir ce camp de base renforcé et ce pouvoir des émotions. Donc il faut savoir que très vite, le mental peut devenir inefficace, peut tomber dans des biais cognitifs, des trappes, des fossés, des jugements, des préconceptions et surtout, vu l'activité extraordinaire auquel on soumet notre cerveau et notre mental dans notre vie quotidienne et moderne, très vite, le mental tend à partir en vrille dans le passé, dans le futur et à quitter le présent. D'ailleurs, maintenant, avec tous les problèmes de connexion que nous avons eu depuis le début de la session, sur les 145 personnes qui nous écoutent, je serais bien curieux de savoir combien vraiment nous écoutent sans regarder leurs emails, Internet, le téléphone. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, 50% du temps qu'on passe dans la journée, selon une étude de Harvard, est passé hors du présent. Et souvent, de manière inconsciente. On passe quasiment notre temps à regarder finalement ces choses comme la technologie quasiment en permanence, 2600 fois par jour. C'est une étude qui a été d'ailleurs publiée dans The Economist. Donc un conseil simple ici, qui vient de la thérapie cognitive, les 3 C. Alors c'est basé sur des mots anglais, catch, check and change. L'idée vraiment, c'est quand vous êtes dans une situation, une conversation, une préparation d'un projet, avant d'être dans une nouvelle conversation, vous avez des pensées qui vous assaillent, catch, vous allez attraper, capturer cette pensée, check, vous allez vérifier que cette pensée, en fait, si cette pensée est utile, ou si elle est trop pessimiste, si elle a tendance à finalement ne pas être utile et la bonne pensée à avoir dans ce moment-là. Et change, vous allez la disputer, la repousser, la modifier pour qu'elle soit plus optimiste. Ça paraît simple à dire, c'est beaucoup plus compliqué dans l'instant présent, mais toute l'idée, c'est de pouvoir vraiment tout de suite attaquer de front ces pensées négatives et ne pas les laisser nous influencer et nous faire tomber et finalement louper une opportunité pour une bonne connexion avec quelqu'un d'important pour ce nouveau projet. La dernière dimension, qui est sûrement la plus importante, rentre dans le spirituel, c'est moins tangible, c'est plus difficile à expliquer, mais ça a vraiment trait à ce qui nous donne du sens dans la vie, au travail. On sait que le sens est important. Le problème du sens peut très vite disparaître quand on est en survie, en tension constante, en fatigue, en agitation cognitive ou en terrain émotionnel difficile. Mais cet esprit en mouvement, c'est ce qui fait que notre vie, finalement, elle est stimulante, excitante. Et pour que cet esprit reste en mouvement, un conseil simple, c'est vraiment de clarifier vos valeurs personnelles, ces valeurs phares qui peuvent vous aider finalement à prendre les bonnes décisions, à choisir les bonnes directions professionnelles, à vous dire quand vous avez un entretien, quand vous regardez finalement une opportunité dans un nouveau secteur, avec une nouvelle société, avec un nouveau manager, de vous poser cette question, est-ce que dans ce job, je pourrais renforcer, mettre en action mes valeurs, ou est-ce qu'au contraire, mes valeurs risquent d'être compromises? Si votre valeur est la famille, et de passer du temps en famille, est-ce que ce nouveau job va vous aider à continuer, à même augmenter cette connexion avec votre famille, ou au contraire, va le compromettre? Évidemment, sur les premières semaines, les premiers mois, il y aura toujours plus de difficultés pour garder ces bonnes habitudes, mais sur le long terme, c'est important de se poser ces questions. Si c'est la créativité, si c'est l'humilité, est-ce que, encore une fois, ces valeurs sont finalement actées, mises en place et bien démontrées chez votre manager, dans votre monde professionnel nouveau, car ces valeurs-là vous donneront finalement cet équilibre, cette capacité à vous sentir intégré et bien engagé au travail. Pour savoir quelles sont vos valeurs, eh bien, il faut peut-être réfléchir à ces personnes connues, pas connues, dans votre vie, dans votre famille, dans vos amis, qui vous inspirent. Ces personnes qui vous inspirent, ces héros de votre vie, sont sûrement celles avec qui vous partagez certaines valeurs. C'est un premier point de départ, mais les clarifier clairement vous aideront dans une période
aussi incertaines que celles que nous traversons et qui nécessitent vraiment d'avoir cette boussole avec nous. Donc beaucoup de choses très simples, des conseils très pratiques. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer que même s'il n'y en a que quelques minutes disponibles chaque jour, sans faire une révolution, mais finalement en faisant quelques changements et en pensant à ces différentes parties de nous, qu'on peut commencer à développer et augmenter notre résilience. C'est un chemin de long terme, c'est le chemin d'une vie, mais ça commence aussi par des actions finalement très simples. Voilà pour la résilience et comment elle peut vous aider à vous réinventer. Mais si vous souhaitez en tout cas en savoir un peu plus, vous avez notre site internet ici. Nous avons maintenant, je crois, du temps pour les questions sur cette partie de la résilience ou sur ce que Françoise a également pu présenter en première partie. Julie. Merci Thierry, merci pour tous ces conseils. On a énormément de questions. On va passer au moment questions. C'est le moment de lever la main, de poser vos questions via Facebook Live ou via la fonction Q&A de Zoom. C'est le moment. Alors on va commencer. On en a plein. On a plein d'auditeurs qui nous écoutent. Merci encore. Nous sommes en direct et nous parlons de la réorientation professionnelle avec résilience. Bon, je vais démarrer en fait les questions avec une petite pointe d'humour de Kevin qui nous dit « Merci Thierry, merci Françoise. Je vous écoute sans casque, sans fil, et je fais la cuisine en même temps. » C'est la résilience. Voilà. Donc, je remercie Kevin parce que je pense que voilà, on a aussi ces petites doses d'humour et cette positivité qui est vraiment très importante en temps de Covid. Et voilà, merci. Kevin est très content on y retransmis son message. Donc voilà, bonne cuisine Kevin et merci de nous écouter. Alors on a d'autres questions effectivement. Alors moi on me parle beaucoup. Il y a une question qui revient très très souvent, c'est quelles sont les soft skills importantes pour rebondir. Françoise, je pense que c'est plus votre partie. Alors, peut-être, ou même Thierry peut peut-être en donner, la résilience, effectivement, et puis l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit aussi, de ne pas être trop centré sur une idée et de se dire que voilà, on peut faire un chemin, on peut expérimenter, ça peut être difficile, on peut un petit peu s'éloigner de son chemin, voilà, et toujours continuer avec résilience, avec tous les bons conseils que Thierry vous a donnés. Et je pense que le chemin des soft skills démarre, et ce n'est pas une surprise, hein, comme pour toute pratique, par la connaissance de soi. Donc vraiment de prendre ce temps de réflexion, de s'arrêter, de s'explorer et de comprendre ses forces, ses faiblesses, ses rêves, ses cauchemars, etc. D'apprendre des autres, d'avoir un feedback des autres pour renforcer cette connaissance de soi. Et quand on se connaît mieux, évidemment, on peut mieux se gérer et s'engager dans la vie. Et cette partie du camp de base personnel, finalement, c'est le démarrage des soft skills. Mais les soft skills, après, c'est comprendre l'autre, aller de l'autre côté, explorer ce qui se passe et pouvoir avoir vraiment une bonne appréhension de cet environnement nouveau dans lequel on navigue pour pouvoir ensuite influencer et collaborer avec les autres. Donc, c'est aussi là le travail d'une vie, mais c'est clairement la résilience. Merci Thierry, c'est parfait. Hein. Merci Françoise. L'auditeur nous remercie pour cette réponse, pour ces réponses et ces conseils très, très importants et très efficaces et que nous allons tous appliquer en tout cas à la suite de ce webinaire au mieux. Plein d'autres questions. Alors il y a une question qui revient souvent, c'est par rapport à l'âge. J'ai 50 ans, comment je vais faire pour me réorienter ? Est-ce qu'à 50 ans, je dois le faire ? Alors, quand j'entends 50 ans et me réorienter, d'abord, il y a 2 points. Comment je fais pour me réorienter ? Donc, ça, on a donné quelques tips. Et puis, 50 ans. Alors, 50 ans, figurez-vous que j'ai parlé avec une personne qui travaille dans un gros cabinet de consulting qui me disait qu'avec cette crise, figurez-vous que l'expérience a été valorisée. En fait, la finesse aussi des situations. Donc, je ne dis pas que ça va complètement changer
la vision qu'on peut avoir des personnes de plus de 50 ans, mais en tous les cas, c'est assez positif, c'est dans le bon sens. Il y a plein de personnes qui se réorientent à plus de 50 ans. Encore une fois, tout va dépendre des contraintes et de ce qui est possible de faire. Et donc ça appartient à chacun de faire ce travail d'introspection sur qui on est et ces contraintes, comme on l'a évoqué. Voilà. Merci Françoise. Une autre question. Quel conseil pouvez-vous donner pour être sélectionné aux entretiens alors que la profession est différente de celle que j'effectue en ce moment? Alors, comme je l'ai dit, quand vous êtes en entretien, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur votre expérience. Donc, il va falloir vous appuyer sur vos compétences transférables, vos réalisations. Ce qui est très important quand vous travaillez sur vous, c'est d'aller réfléchir à tout ce que vous avez réalisé. Pourquoi? Parce que ça va donner des exemples et ça va rassurer le recruteur. Ceux qui sont en Angleterre connaissent très bien le modèle STAR, Situation, Task, Action, Result. Donc, dans tout entretien, si on essaye d'illustrer par des réalisations, même si elles n'ont rien à voir, puisqu'on n'a pas l'expérience, déjà, ça rassure. Et puis, bien travailler sa motivation et faire passer ce regain d'énergie qu'on a par rapport à un projet. Alors, le chemin n'est pas forcément facile, mais de toute façon, il n'y a que ça. Vous ne pouvez vous appuyer que sur ça et sur ces fameux entretiens networking que vous aurez faits, où de toute façon déjà, vous commencez à avoir le bon vocabulaire, vous connaissez les bonnes personnes, vous allez aller demander de l'aide par rapport à vos entretiens pour mieux comprendre et vous positionner sur ce que les recruteurs ont envie d'entendre. Merci Françoise. Et donc, autre question qui est revenue très souvent aujourd'hui et avant le webinaire, c'est j'ai des obligations personnelles, j'ai les enfants à la maison, comment je vais communiquer ces contraintes personnelles lors de mon entretien? Alors, Julie, vous pouvez répéter la question? J'ai mal entendu. Alors, comment communiquer lors de mon entretien que j'ai des obligations personnelles, que j'ai des enfants à la maison à charge? Comment communiquer là-dessus? Est-ce que c'est un point négatif? Parce que je suis avec des enfants à la maison par rapport à quelqu'un qui n'aura pas d'enfants à la maison et qui n'a pas d'enfants. Comment communiquer là-dessus pour une personne qui a cet aspect multitâche, donc la partie personnelle et cette partie professionnelle? Tout ça dépend beaucoup de l'endroit où vous êtes. Nous, ce qu'on dit souvent en Angleterre, c'est que votre vie personnelle est votre vie personnelle. C'est-à-dire, le recruteur peut très bien vous demander, vous avez des enfants? Oui. Quel âge ont-ils? 6 ans, 4 ans, 2 ans? Ok, vous êtes embauché. Ok. Donc ça, c'est en Angleterre. Je sais qu'en France, c'est un peu plus délicat. On n'a pas le droit de toute façon de vous poser des questions sur votre vie personnelle, notamment sur vos enfants. Bon, mais si on vous demande, il faut y répondre et vous pouvez être très sincère et voilà, ben oui, j'ai mes enfants. De toute façon, plus vous aurez fait ce travail d'introspection, de savoir qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, plus vous serez naturel et ben oui, j'ai des enfants, j'ai envie de répondre and so what, ok. Et c'est le cas de toute personne, c'est la situation actuelle. Et ça, voilà. Et alors après, il y a peut-être la question est par rapport en ce moment, est-ce qu'avoir un entretien, si on n'est pas vraiment très, très focalisé sur notre entretien, c'est peut-être ça la question, je ne sais pas. En tous les cas, essayez, je disais à la fin, d'avoir des compétences en communication derrière votre écran, c'est important. Donc, il faut essayer quand même d'être dans un endroit calme. Après, tout le monde se souvient de cette vidéo avec les enfants derrière, le journaliste. Bon, tout le monde comprend la situation en ce moment et ça n'est pas bien grave non plus. Et je pense qu'il faut aussi, et c'est là où les valeurs interviennent, si vous avez des enfants, on a tous, enfin la plupart des gens ont des enfants quand même,
Et je pense qu'il ne faut pas, au contraire, cacher, mais partager cette réalité. Je pense qu'avoir une famille, ça développe beaucoup de soft competencies, justement aussi. Et dans le monde dans lequel nous vivons, je pense que c'est de plus en plus normal d'avoir un travail flexible qui puisse justement coupler la famille et le job. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre en avant et ne pas cacher, bien au contraire, et trouver justement les points positifs de cette vie de famille. Hein. Et, la résilience se construit en famille également. Donc il y a beaucoup d'opportunités là-dessus. Merci, merci Thierry, merci Françoise. Une autre question, Ludovic. Quels livres sont recommandés par les coachs, si vous en avez ou pas? Que conseillez-vous en termes de lecture? Dans quel domaine? Par rapport à la résilience, on me demande, par rapport à la résilience. Par rapport à la résilience, d'accord. Alors, il y a beaucoup de littérature, évidemment. Ce que je vous conseille à lire, après, si c'est dans le domaine de la psychologie positive, la référence, c'est Martin Seligman, en anglais Martin Seligman, qui est le fondateur, un des cofondateurs du mouvement de positive psychology. Martin Seligman, Seligman, très connu. Il a fait un paquet de livres, il y en a un qu'il a publié en 2018, que je vous conseille de lire. Il y a également Flourish, etc. Donc il y a beaucoup de livres à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup en fait de livres possibles. Je vous incite à aller sur le site de l'Institut Résilience.com et vous trouverez aussi beaucoup de ressources à lire. Mais Martin Seligman, c'est un bon démarrage. Il y en a beaucoup d'autres. La liste serait très très longue. Nous communiquerons en fait votre site internet après ce webinaire sur tous nos supports de communication. Donc, nos auditeurs pourront avoir vos conseils, les sources dont vous parlez, et nous pourrons mentionner aussi les livres évoqués lors de ce webinaire sur les supports de communication qui seront communiqués. Donc oui, on pourra peut-être vous donner des conseils de lecture, puisque vous avez conseillé aussi d'éviter les écrans le soir. Donc ça a suscité pas mal de questions sur j'évite les écrans, notamment 1 heure avant de me coucher, mais du coup, j'ai envie de me pencher sur une lecture en fait adaptée à la situation. Pour la gestion du stress et sur les émotions positives. Voilà. J'ai perdu la deuxième partie de la question, Julie. Donc, c'est une question? C'était un commentaire, parce que j'ai pas mal de commentaires en direct qui n'arrêtent pas. Donc, c'est par rapport à la partie des écrans. On me dit, moi j'évite les écrans, effectivement, mais du coup j'ai envie de me remettre à la lecture. Et moi aussi, en fait, c'est un point, la lecture est un point qui m'intéresse, puisque j'ai effectivement envie de m'y pencher, comme l'auditeur précédent avait fait. Donc, moi aussi, ça m'intéresse d'avoir des conseils en termes de lecture sur la gestion du stress, les émotions positives, sur la résilience. Donc, on a eu vos conseils. Sur le stress, je peux donner un autre docteur très réputé qui a lancé en fait il y a 30 ans un programme en fait lié pour les gens en anxiété chronique, en dépression, très connu maintenant, qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program. Son nom c'est Jon Kabat-Zinn. Et qui en fait est un médecin qui a apporté la méditation dans le monde médical en supplément, en complément du support médical pour les gens en stress chronique ou en anxiété chronique, voire en dépression, avec beaucoup de succès en termes de recovery, comme on dit en anglais. Et donc, il a écrit beaucoup de livres et vous pourrez trouver en fait ces livres sur la gestion du stress et justement comment pouvoir remonter, reconstruire sa vie quand on est passé par des étapes difficiles. Voilà. Merci Thierry, c'est parfait. On a pas mal de conseils de lecture en direct et on ne manquera pas de les retransmettre. Merci beaucoup. Une autre question, Clémence, merci pour cette question. Avez-vous des conseils pour entreprendre le premier contact digital? LinkedIn par exemple, avec des gens qui ont une carrière qui nous intéresse. En termes de premier contact digital, on peut dire LinkedIn? Qu'en pensez-vous?
déjà, deux Françoise? fondamentaux. Oui, vous m'entendez? Je Très dis, bien. alors, Ouais. ouais. Donc, deux fondamentaux. Premièrement, comme un conseiller et ne jamais, jamais, jamais envoyer son CV. C'est-à-dire vous contactez une personne en lui disant qu'elle a un parcours intéressant, vous avez besoin de comprendre un peu mieux soit l'entreprise dans laquelle elle travaille, soit son parcours, soit son métier. Donc voilà, et vous donnez le petit truc en plus, peut-être, c'est de donner un créneau horaire aussi, ou en tous les cas une plage horaire. Vendredi prochain après-midi, est-ce que vous seriez disponible pour discuter? Encore une fois, on a notamment des cafés emploi avec des gens qui nous donnent des retours d'expérience, et c'est beaucoup plus facile, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est beaucoup plus facile par rapport à avant d'avoir ces 10 minutes, quart d'heure, voilà. Donc, voilà mes conseils pour entreprendre le premier contact digital. Merci Françoise. Une autre question de Bastien. Pensez-vous qu'avec la situation actuelle, la compétition pour un poste risque d'être plus élevée car il y a plus de demandeurs d'emploi et du coup cela risque d'avoir un impact sur les prétentions salariales? Oh là là, alors là vraiment, ça me met dans un rôle d'expert des salaires, ce que je ne suis pas. Généralement, oui, quand le marché est un petit peu tendu, les salaires se tendent aussi, mais bon, la première étape à passer, c'est de passer cette étape de l'entretien d'embauche. Le salaire se définit à la fin. Voilà, donc au niveau des salaires, vraiment, je ne sais pas trop, mais c'est sûr qu'il risque sur des postes plus classiques d'avoir de la concurrence. Je crois que la personne nous parlait de marketing, communication, non? Alors, elle n'avait pas précisé le secteur, mais elle disait, voilà, il y a plus de... C'est plus compétitif. D'accord. Il y a plus de personnes qui vont postuler. Et du coup, je risque d'avoir un salaire moins élevé dû à cette compétition. Mais vous avez très bien répondu, Françoise, en tout cas. De toute façon, on a eu la réponse et puis ça reste du cas par cas. Exactement. Donc, on a une autre question pour Thierry. Thierry, merci beaucoup pour votre intervention. On me dit. Je vous ai entendu parler d'humilité comme valeur personnelle motrice. Ce mot m'interpelle. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, c'était un exemple, hein, évidemment. Chacun d'entre nous, nous avons des valeurs qui sont différentes. Si mon propos était de dire si l'une de vos valeurs, c'est l'humilité, évidemment, dans le choix de votre nouveau job, c'est important de voir si cette humilité, si vraiment c'est un moteur interne pour vous, si elle est enclenchée également dans ce nouvel environnement. Car vous risquez d'être évidemment en décalage et pas forcément confortable dans un environnement complètement différent qui ne véhicule pas cette valeur. Donc, c'est maintenant qu'on pense à la résilience, clairement, en tout cas de leadership, parce que la plupart de nos projets, il faut le savoir, on le fait en entreprise et beaucoup en équipe de direction. Et l'humilité, c'est un trait, mais c'est également une capacité à développer qui est importante chez les leaders pour pouvoir également être inspirés à leurs équipes et ne pas tomber dans l'arrogance. L'arrogance peut vite venir quand on travaille dans un rôle de leadership. Donc, il faut pouvoir avoir cette capacité à accepter ses erreurs, à écouter les autres, être curieux, avoir cette humilité qui fait que plus on en connaît, moins on en connaît finalement, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre que seul, en tant que leader, on ne peut pas tout comprendre. On a besoin du regard des autres, des perspectives des autres. Mais encore une fois, l'exemple, c'était vraiment de dire, voilà, quelles sont vos valeurs phares. Si c'est l'humilité, faites en sorte que dans ce nouvel environnement, elle soit également bien activée, que vous sentiez vraiment en accord et en osmose. Cela rendra le contexte professionnel beaucoup plus facile et engageant. Merci Thierry. On me demande de revenir à l'exercice de respiration. On va respirer à nouveau? D'accord? Ou on a une question sur la respiration. On peut respirer ensemble. Il y a quelqu'un, j'ai vu dans les questions, qui a de... Oui? Pour ce plus en direct.
je pense qu'il y a des personnes qui veulent peut-être le faire en direct parce qu'elles n'ont pas pu, elles n'ont pas eu le temps de le faire et elles veulent revenir sur ce passage-là, sur cette Ouais. inspiration. Alors, on va en revenir dessus. Ce que je vais simplement dire d'expérience pour le faire dans toutes mes formations, c'est que, pour certaines personnes, même si elles ne sont pas forcément les plus nombreuses, mais ça peut être difficile d'engager bien son diaphragme. Pour certaines déjà, on a tendance à respirer du haut et non pas du bas. Et parfois, en fait, vraiment activer ce diaphragme peut être difficile. Donc, en fait, il y a beaucoup d'autres techniques pour pouvoir avoir une relaxation instantanée, la visualisation positive. Je crois que la sophrologie en France utilise ce type de technique, mais la visualisation positive, en fait, donc de fermer les yeux, penser à quelque chose, un être cher, un endroit apaisant, va en fait faire ce shift au niveau émotionnel du négatif au positif. Le problème, c'est de le faire au milieu d'une conversation. C'est beaucoup plus difficile, moins discret que faire avec la respiration. Et la respiration diaphragmatique, en effet, comme l'a dit l'un de nos participants, va activer cette cohérence on appelle le heart rate variability, donc cette cohérence du rythme cardiaque, des variations cardiaques. Faisons-le ensemble. Vous vous asseyez bien droit sur votre chaise, l'épine dorsale longue et alignée. Vous placez une main au-dessus du nombril et vous allez donc inspirer 3 secondes, 2, Allez-y. 3, expirer 5 secondes. Vous pouvez le faire, Julie. 4, 3, 2, 1. Inspirez à nouveau, 2, 3, expirez, 4, 3, 2, 1. Et continuez ce cycle, 3 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, mais vraiment en notant le mouvement subtil de l'abdomen qui monte et qui descend au fur et à mesure que vous inspirez et vous expirez. Et ce phénomène de montée et de descente, en fait, c'est l'activation du diaphragme, qui est un muscle, le muscle primaire de la respiration, et qui permet, en fait, vraiment, quand vous inspirez, vous contractez ce muscle qui descend et qui pousse sur les organes, notamment digestifs et autres organes à cette partie-là du corps. Et quand vous expirez, il revient à son point initial, et donc le ventre se contracte. C'est une évidence physique qui vous permet de savoir que vous activez votre diaphragme, et beaucoup de recherches scientifiques confirment ce que les yogis d'Inde et les maîtres de médecine chinoise traditionnelle disent depuis de nombreux siècles. Rien de neuf, malheureusement, il faut la science pour nous convaincre. Et donc, le conseil que je vous donne, c'est de l'entraîner quotidiennement pour que dans l'action, dans le stress, dans ce moment de tension, vous ayez cette faculté d'activer dans le moment, dans la seconde qui suit, ce muscle et donc d'enclencher ce système de relaxation. Très simple, très, 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 très efficace, malheureusement très peu ou très mal utilisé dans la vie de tous les jours. Merci Thierry. On a pas mal d'auditeurs qui ont fait l'exercice en direct. On a une dizaine d'auditeurs qui l'ont fait en direct, en tout cas, qui me l'ont écrit en présence en direct. Super. Voilà, donc je pense qu'il y en a bien plus, mais... Et c'est un bon exercice à faire d'ailleurs le soir, quand on a l'esprit extrêmement accaparé et qu'on a du mal à fermer les yeux, de se mettre à plat sur le lit, mettre sa main sur le ventre et d'avoir ce rythme. Alors après, le nombre de secondes va varier selon vos capacités, mais surtout de plus longues expirations pour aider le cœur à se ralentir. C'est un phénomène physiologique naturel. C'est parfait. En tout cas, je pense que moi, je le ferai personnellement tous les soirs. Voilà, tous les soirs. Donc, tous les soirs, vous conseillez Thierry? Tous les soirs, avant de se coucher? Le soir, le matin, au cours de la journée. Une fois par jour, c'est un bon démarrage. Et quelques minutes. Encore une fois, si vous faites du yoga, du pilates, du tai chi ou du qigong comme je fais, c'est une pratique qui est assez en fait inscrite dans ces routines. Mais une fois par jour, un minimum, c'est très bien. Ouais. D'accord. Bon. Une fois par jour minimum. Donc, tous les auditeurs qui nous écoutent, ils étaient plus de 150 en direct en tout cas. J'espère que vous allez tous faire une fois par jour cet exercice de respiration. Nous comptons sur vous et sur cet exercice qui est vraiment très, 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 très intéressant et qui va inspirer beaucoup de personnes. Alors, une
Un autre commentaire. Merci Thierry, bonne idée. Je vais le faire toute la journée. Je vais m'entraîner, je vais faire l'exercice. Et encore un autre commentaire. Je viens de faire l'exercice et je me sens déjà mieux. Voilà. Ah ouais, pas de surprise, hein, c'est super. Ça fait en règle générale un effet assez instantané. Alors, une autre question. On a dépassé les 1 heure, mais il y a tellement de questions que j'ai quand même envie de la poser. Et, elle est intéressante. C'est par rapport à la pensée excessive qui est posée par Pindu. Comment on réduit la pensée excessive qui a toujours donné un impact négatif et qui génère du stress? Ouais, alors ça c'est déjà, faut accepter cette réalité, c'est l'évolution, c'est notre vigilance constante qui nous permet de rester en vie. Dans un monde maintenant moderne, cette vigilance totale permanente, elle est évidemment excessive et il faut savoir que c'était un problème pour la plupart d'entre nous. On a tendance à être affairé dans l'action mentale réelle permanente. C'est pour ça que la méditation est vraiment très à la mode. Donc, je conseille en fait à chacun d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas essayé en tout cas, de trouver un moyen, une activité. Ça peut être assis, ça peut être en travaillant, en écoutant une conversation, en faisant même une tâche ménagère, mais d'être en pleine conscience. Vraiment d'être dans un moment où on n'écoute pas, on n'a pas de podcast, on n'a pas de téléphone avec nous, on est simplement dans le moment et on note ce qui se passe dans notre fort intérieur et autour de nous. On est vraiment dans ce mode d'observation totale. Et au départ, c'est très difficile parce qu'on va avoir l'esprit accaparé, les pensées, on va même se sentir coupable de rien faire. On va vouloir faire quelque chose. C'est pour ça qu'on fait toujours quelque chose le soir, un écran, quelque chose, un téléphone. Et c'est très difficile de ne rien faire. Donc, il faut pouvoir cultiver dans la journée, idéalement, ou un moment dans la semaine, si c'est trop difficile quotidiennement, ce moment où finalement on reste dans le moment à ne rien faire, simplement à regarder, observer, comme si on regardait la télé de notre vie. Donc, encore une fois, la méditation assise, mais ça peut être quand vous faites une marche autour de la maison, vous notez ce qui se passe, vous êtes dans les 5 sens en action, mais vous essayez vraiment dans le moment de simplement d'accepter ce que vous voyez, ce que vous ressentez, sans jugement, sans rien. Voilà, il y a plein d'apps qui existent, un petit bambou, en anglais Headspace, Calm, etc. Il y a pléthore. Maintenant, ça peut être un fossé, la trappe, le téléphone, parce qu'on peut tomber dans les emails du même coup. Donc, il faut trouver simplement ce temps de décélération. Et c'est au fur et à mesure qu'on décélère que le cerveau va commencer à comprendre que finalement, on peut également ne pas penser et on peut commencer à simplement être dans le moment présent. Comme ils disent en anglais, on ne devrait pas s'appeler human being, but human doing. On ne cesse de faire au lieu d'être. On n'est pas vraiment dans le présent. C'est probablement un des gros problèmes de notre vie moderne, de décélérer la machine. Un commentaire en direct. On me dit Alicia, la crise rend humble. On a parlé d'humilité et je pense en fait que c'est une phrase aussi qui résume pas mal en fait ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, de mon côté, clairement, je pense que il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de gens qui clairement souffrent financièrement, mentalement, émotionnellement, de gens qui sont morts également, et c'est une réalité qu'il faut vraiment prendre en compte. Et ça va prendre du temps pour digérer ça. Et en même temps, je pense que ça nous rappelle également l'importance de nombreux enjeux, comme l'enjeu climatique. Il y a beaucoup de crises qui nous guettent, qu'il faut savoir gérer. Et moi, j'ai entendu beaucoup des entreprises avec qui je travaille en ce moment que cette crise a finalement rapproché les gens et fait prendre conscience aussi du fait qu'on peut finalement transformer, gérer les crises qui viennent, comme l'enjeu climatique, d'une autre manière. On peut travailler à domicile, on peut faire du télétravail beaucoup plus facilement. Ça a renforcé ou accéléré en tout cas une tendance qui, je pense, était nécessaire. Mais ça ne va pas être facile, cette transition. Et évidemment, ça nous rend beaucoup plus
plus humble et plus connecté ou reconnecté en tout cas à l'environnement et aux écosystèmes. En tout cas, c'est mon sentiment. Françoise, je ne sais pas ce que tu souhaites dire. Oui, c'est ce que j'avais aussi dit dans ma présentation, qu'effectivement la crise a mené à beaucoup réfléchir et surtout à avoir cet effet miroir par rapport aux gens qui se sont engagés et donc à avoir plus d'humilité par rapport à nous, ce que nous faisons, qui nous sommes. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Une question pour Françoise que j'ai en direct. Comment réussir son introspection? Comment tenir le cap? Alors, son introspection. Alors, vous faire accompagner, c'est toujours plus facile parce que vous allez avoir également un effet miroir de la personne qui va vous accompagner, qui va pouvoir vous poser des questions pour Alors, la connexion, vos valeurs. Est-ce que vous pouvez juste reprendre un petit peu? Voilà. Oui. Alors, je disais, donc, ce qui est important pour réussir son introspection, c'est de ne pas rester isolé, donc éventuellement se faire accompagner pour avoir cet effet miroir. La personne qui va vous accompagner va pouvoir mettre en évidence ses valeurs, ses moteurs, ses compétences que vous avez. Donc ça, c'est important. Réussir son introspection, c'est aussi faire des petits pas, peut-être ne pas rester isolé non plus, en parler. Et puis, là, je suis sûre que Thierry sera d'accord avec moi, s'entourer de personnes positives. Quand on est en transition de carrière, c'est toujours très, très important de bien s'entourer. Voilà. Et de gens positifs, parce qu'il y aura plein de gens qui vont vous dire « mais non, pas en ce moment, tu es fou, tu es folle ». Voilà. Donc, allez chercher les personnes qui croient en vous et qui vous font du bien pour faire cette introspection. Oui, tout à fait d'accord. Oser. Oser, comme le livre. La vie est courte et je voulais dire un truc aussi par rapport à l'âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on vit quand même de longues vies et la retraite, franchement, sera de plus en plus tard et finalement, il vaut mieux pas, enfin en tout cas si on peut choisir un job qui nous stimule et qui nous permet de vivre évidemment décemment, c'est important finalement de trouver quelque chose qui nous passionne et qui nous réveille le matin. Donc c'est important aussi prendre ce risque et puis d'explorer et puis d'essayer. C'est tout le travail d'une vie. Je pense que c'est un peu le mot de la fin. Je trouve que c'était une belle conclusion. Est-ce que François, vous avez envie d'apporter aussi quel est le mot de la fin de ce webinaire? Là, on l'a dépassé, on a tellement de questions. Comment pourrait-on conclure ce webinaire avec ces conseils, Françoise, Thierry? Un dernier conseil, dernière petite astuce, et après on va devoir quitter ce webinaire. Moi, je dirais pensez compétences, pensez motivation et croyez en vous, surtout. C'est vraiment important. Et puis, bonne route sur le changement et bon courage à ceux qui vont devoir affronter des situations difficiles. Voilà. Nous sommes les consultants et les coachs, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et moi, pour conclure, je dirais ce que j'avais mis dans mon dernier slide, cette citation de Thomas Jefferson qui a dit « Je crois beaucoup en la chance et je constate que plus je travaille, plus la chance me sourit. » Donc, c'est le travail, c'est les efforts, c'est la pratique finalement quotidienne qui nous permet vraiment de nous renforcer, de nous découvrir et d'explorer et de prendre des risques. Donc, des petits pas comme ceux que j'ai partagés, mais honorer ces différentes dimensions, le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel. Sachez en fait quelle dimension de votre vie aujourd'hui est finalement peu engagée, même dans votre travail, quelle serait celle qu'il faudrait plus engager en commençant par des choses simples, mais régulières. Voilà. En tout cas, la résilience s'apprend, elle se développe, elle n'est pas que génétique, on a tous cette capacité à nous, de démarrer et faire cet effort. Bonne continuation et bonne chance. Ouais. Merci Thierry, merci Françoise. Merci à tous. D'avoir participé à ce webinaire qui sera retransmis sur tous nos supports de communication, French Morning London.
Je vous invite à nous suivre d'ailleurs sur notre newsletter locale et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Je vous donne rendez-vous très vite pour un autre webinaire qui traitera de l'investissement immobilier aux États-Unis, à Détroit plus précisément. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Merci, à très vite. Merci Julie. Merci, merci Julie. À bientôt. Merci à vous.